Alors plongeons sans plus attendre dans le décryptage de cette étude fascinante publiée en 2005 par Paul-Antoine Miquel. On va y explorer les idées d'Henri Bergson sur la vie et la conscience. C'est un sujet absolument passionnant parce qu'il bouscule complètement notre perception quotidienne du temps et même notre vision globale de l'évolution de l'univers tout entier. Au programme de notre analyse, on va d'abord confronter l'explication de la vie au fait de la vivre. Ensuite, on parlera de l'espace pur, de la mémoire, de la force imprévisible de la vie, de l'obstacle de la matière, pour finir sur une grande réconciliation entre science et intuition. C'est une belle progression en perspective qui va nous mener de l'expérience intime de la mémoire jusqu'à la biologie évolutive de l'univers. L'évolution organique ressemble-t-elle à la conscience humaine? C'est la question vertigineuse posée par Bergson. Faut-il imaginer que la nature elle-même mémorise et crée d'une manière similaire à ce qui se passe dans un esprit humain? C'est exactement le cœur du problème que nous allons tenter de démêler. Première partie, expliquer la vie contre le fait de la vivre, l'expérience interne. Eh oui, pour comprendre comment l'univers agit à grande échelle, il faut paradoxalement commencer par regarder en nous-mêmes, au plus près de nos propres expériences. Juste un petit mot sur nos sources, pour bien poser le cadre. Cette recherche de Miquel a été publiée par la très prestigieuse Johns Hopkins University Press dans la revue MLN. Autant dire que l'on s'appuie sur des fondations académiques extrêmement solides. Le concept clé pour démarrer, c'est la durée. Selon Bergson, la durée, ce n'est pas une simple relation mathématique. C'est le fait de la succession vécue de l'intérieur comme une réalité absolue. L'analogie parfaite donnée par la source, c'est le verre d'eau sucrée. Quand on met du sucre dans l'eau, on est bien obligé d'attendre qu'il fonde. Cette attente, c'est une expérience vécue dans la chair, ce n'est pas juste une équation sur un tableau. Ce temps qui s'écoule et qu'on ressent intimement, c'est ça, la durée. Deuxième partie, le problème de l'espace pur au-delà du physique. Et c'est justement là qu'on touche aux limites des modèles purement spatiaux et scientifiques lorsqu'on essaie de comprendre la réalité continue du temps. Ce comparatif est très éclairant. L'espace, au fond, c'est ce qui isole. On utilise des échelles de mesure extérieures, comme un mètre, et c'est tout à fait homogène. Mais la durée fait exactement l'inverse. Elle connecte notre passé à notre présent de manière incommensurable. C'est une succession impossible à découper en tranches identiques parce que chaque instant est imprégné du précédent. Ça ne se mesure pas de l'extérieur, ça se vit comme un flot continu. Troisième étape, la mémoire et le virtuel, le fameux poids du passé. Voyons comment ce passé est loin d'être inactif et continue d'opérer directement dans notre présent. Il faut bien comprendre ce qu'on appelle ici le passé virtuel. Ce passé n'est pas mort ou effacé, pas du tout. Il survit en lui-même. C'est une véritable force potentielle. Imaginons un instant un stylo suspendu en l'air. L'énergie potentielle de sa chute est bien réelle et absolue, même si le stylo reste immobile. Eh bien, le passé virtuel, c'est la même chose. C'est un décalage potentiel, silencieux, mais toujours prêt à modifier notre état présent, dès que l'occasion s'y prête. Pour rendre ça très concret, Miquel reprend la célébrissime Madeleine de Proust. Ce n'est pas une simple pause gourmande, c'est un fait métaphysique absolu. D'un seul coup, ce passé virtuel s'actualise et transforme un geste banal en une vague colossale de souvenirs et de nostalgie. Le vieux présent, qui était silencieux, s'éveille et devient une force créative fulgurante. C'est littéralement la durée en pleine action dans notre conscience. Quatrième partie, la force imprévisible de la vie, en pleine expansion vers l'extérieur. On quitte l'intérieur de l'esprit humain pour aller observer la biologie des organismes à bien plus grande échelle. C'est à ce moment-là qu'intervient l'élan vital. Il faut oublier l'idée que l'évolution naturelle serait un plan d'architecte préétabli ou une simple adaptation mécanique. C'est un courant créatif, totalement imprévisible, qui invente sa route en permanence, à partir de ce qu'il est au présent. L'évolution avance par éclat, par divergence, dans une création absolument continue. Et ce courant génère une incroyable hiérarchie du vivant, entièrement fondée sur la dépense d'énergie. En fait, l'évolution ne fait pas d'économie, elle est propulsée par la dissipation et la prodigalité. Les plantes ont une vie automatique, immobile. Les animaux vont plus loin, brûlant de l'énergie dans des mouvements instinctifs, parfois explosifs. Et les humains ont franchi un palier inouï. On dépense une énergie colossale simplement pour penser, sans forcément agir, pour le plaisir d'utiliser notre intelligence et de manipuler des symboles. C'est le sommet de cette prodigalité créatrice. Cinquième partie, matière, passivité et répétition, le grand obstacle. Parce que oui, toute cette magnifique énergie évolutive finit inévitablement par se heurter au mur de la réalité physique. Il faut garder à l'esprit que la matière n'est pas juste un accident de parcours. C'est une négation pure, essentielle et passive. Si la vie est synonyme de tension, d'imprévisibilité et de création, la matière c'est tout l'inverse. L'inertie absolue, l'extension géométrique et la répétition incessante.
C'est un peu comme ce relâchement total qu'on ressent quand on tombe de sommeil. L'élan vital est obligé de lutter et de pousser sans cesse contre cette immense force d'inertie. 6e et dernière partie. Réconcilier la science et l'intuition pour une vision unifiée. On en vient à la question qui fâche. Toute cette philosophie rend-elle les explications scientifiques de la biologie complètement artificielles? Cette citation de Bergson est particulièrement frappante. Il se méfiait beaucoup de l'intelligence pure et donc de la méthode scientifique. Pour lui, la science découpe et fige la vie pour la ranger dans des cases mesurables, la photographiant de l'extérieur sans jamais saisir le flux créatif de l'intérieur. Mais c'est précisément là que Michael intervient pour remettre les pendules à l'heure. La correction apportée par Michael est fondamentale. S'en remettre uniquement à une expérience psychologique interne, c'est une grave erreur. La philosophie a un besoin absolu des explications de la science moderne pour s'ancrer dans le réel. On ne peut tout simplement pas isoler la durée vécue de notre monde physique. D'ailleurs, et c'est fascinant, la biologie moderne et la thermodynamique le prouvent. Les organismes vivants sont des systèmes ouverts, maintenus très loin de l'équilibre. C'est la validation scientifique parfaite de cette nature évolutive et imprévisible de la vie. On termine sur cette pensée incroyablement provocatrice qui renverse notre vision des choses. L'intuition philosophique ne doit jamais s'opposer à l'intelligence scientifique. Au contraire, elle la chevauche. L'intuition métaphysique ne peut vraiment s'élever que lorsque la science a posé ses fondations factuelles. Alors, comment la rigueur implacable des mesures scientifiques et le ressenti profond de notre durée intérieure vont-ils continuer à collaborer pour percer la nature même de l'existence ? Voilà de quoi donner le vertige et furieusement envie de continuer à explorer les mystères de la vie.